Récemment, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante qui pourrait changer le cours entier de l'exploration de Mars. Apparemment, il y a des océans d'eau liquide sur la planète rouge. Donc, l'avenir semble prometteur. Nous pourrions utiliser cette eau pour soutenir les missions futures, et ensuite même nous relocaliser sur Mars, puisque nous n'aurions pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où obtenir ce liquide précieux. N'est-ce pas? Eh bien, il y a un gros problème. Ces océans d'eau liquide sont à l'intérieur de Mars, si profondément enfouis que nous ne sommes pas susceptibles d'y arriver. Du moins, c'est ce qu'affirme une nouvelle analyse des données sismiques collectées par l'atterrisseur Mars InSight. D'énormes réserves d'eau liquide semblent être la meilleure explication pour certaines anomalies sismiques de la planète rouge. Ainsi, toute cette eau précieuse est hors de notre portée. Mais nous devons la trouver pour résoudre le puzzle de l'histoire aquatique de notre voisin rougissant et poussiéreux. Et la première chose que nous devons faire est d'identifier où se trouve l'eau et en quelle quantité la planète la cache. Maintenant, nos rovers s'affairent à la surface de la planète rouge, recueillant toutes les données disponibles sur la géologie de la surface de la planète. Et il devient de plus en plus évident que Mars était autrefois recouverte d'eau. De nombreux facteurs, des terrains martiens aux anciens lits de lacs asséchés et au delta, suggèrent qu'il fut un temps où la planète était assez détrempée. De nos jours, il y a encore un peu d'eau à la surface, et juste en dessous de la surface de Mars, mais elle est sous forme de glace et n'étant rien comparable à ce que Mars avait dans le passé lointain. Pour comprendre combien il aurait pu y avoir sur la planète rouge il y a des milliards d'années, nous devons savoir où toute cette eau est allée. Il y a deux endroits où l'eau aurait pu aller, dans l'espace ou vers l'intérieur de Mars. Ensuite, elle aurait pu être isolée sous forme de réservoirs liquides ou de dépôts de glace. Actuellement, nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau qui s'est échappée autrefois. Mais maintenant, nous pouvons enfin en savoir plus sur le centre visqueux de la planète rouge. Tout cela grâce à l'atterrisseur Mars InSight. Il ne fonctionne plus. Mais de novembre 2018 à décembre 2022, il écoutait les bourdonnements et les grondements et surveillait l'activité sous ses pieds. Le fait est que les ondes acoustiques, générées par l'activité sismique en profondeur à l'intérieur de la planète, peuvent changer en fonction de la composition et de la densité du matériau à travers lequel ces ondes se déplacent. Et les scientifiques peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant le comportement des ondes sismiques. Dans ce cas, ils ont utilisé un modèle similaire à ceux utilisés pour cartographier les gisements de pétrole souterrains et les aquifères sur notre planète. Puis, avec l'aide de ce modèle, ils ont analysé les données recueillies par InSight sur Mars. Ils ont découvert que la meilleure explication pourrait être qu'il y avait une couche de roches fracturées dont les fissures étaient remplies d'eau profondément sous la surface de la planète rouge. Cette couche pourrait se trouver à une profondeur de 11 à 19 km. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile pour les futures missions d'y accéder. Et pourtant, la nouvelle découverte pourrait nous aider à comprendre le cycle de l'eau martien. Confirmer l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide peut nous donner un aperçu de ce que le climat sur Mars était autrefois, ou de ce qu'il pourrait être un jour. Et si Mars avait eu beaucoup d'eau autrefois, elle aurait pu être habitable dans un passé lointain et pourrait le redevenir à l'avenir. L'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, les réservoirs d'eau souterrains sur la planète rouge pourraient déjà être habitables. Peut-être qu'en ce moment même, de minuscules micro-organismes ou même des créatures tentaculaires vivent leur vie dans le confort de leur demeure souterraine. Sur Terre, des mines ultra profondes abritent de la vie. Et le fond de l'océan, avec ses pressions immenses et incroyables, n'est pas non plus dépourvu de vie. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve de vie sur Mars. Mais pour l'instant, il semble que cet endroit ait le potentiel de soutenir la vie. Les données d'InSight ont montré qu'il n'y a probablement pas beaucoup de glace d'eau dans la croûte supérieure de la planète, du moins dans la région autour de l'atterrisseur. Mais s'il s'avère qu'il y a une couche riche en eau plus profondément sous la surface et s'étendant autour de tout le globe de la planète, alors il y aurait suffisamment d'eau pour remplir les lits des anciens océans et même plus. Mars n'est pas le seul endroit en dehors de la Terre où il y a de l'eau ou où nous pourrions un jour trouver de l'eau. Prenons par exemple la bonne vieille Lune. Sur le satellite naturel de la Terre, on peut trouver de l'eau partout à la surface. Mais ce n'est pas l'eau que vous imaginez peut-être. Sur la Lune, l'eau reste principalement sous forme de glace, et elle est répartie de manière inégale. Par exemple, les pôles de la Lune sont des régions qui ne reçoivent jamais la lumière du Soleil. C'est pourquoi elles sont extrêmement froides. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace là-bas.
La glace dans ces zones est également souvent mélangée avec le sol lunaire et se cache profondément sous la surface. Ensuite, il y a Encelade, la 6e plus grande lune de Saturne. En réalité, elle n'est pas si grande, seulement 505 km de diamètre. En d'autres termes, cette lune est suffisamment petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. Oh, nous devrions essayer cela. Fait intéressant. Lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois à Saturne, les chercheurs s'attendaient à ce qu'Encelade soit une boule de glace gelée. Mais ce qu'ils ont vu, ce sont des panaches de particules de glace et de vapeur d'eau jaillissant de geysers à la surface de la Lune. Il était clair qu'il y avait un océan massif entre le noyau rocheux de la Lune et sa coquille de glace. Ensuite, il y a la Lune de Jupiter, Europe. Les scientifiques pensent que ce monde est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire en ce qui concerne la recherche de nouvelles formes de vie. Cela s'explique par le fait qu'Europe possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur allant de 64 à 161 km. Et même s'il se trouve sous une couche de glace qui serait probablement épaisse de 16 à 32 km, il est encore potentiellement habitable. Les astronomes croient que des panaches d'eau pourraient jaillir des fissures de la coque de glace et libérer le contenu de l'océan de la Lune dans l'espace. La température, la pression et la chimie sont très différentes sur Europe. Et les astronomes ne savent pas encore comment la glace se comporte là-bas. C'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas encore déterminé à quelle profondeur ou quelle taille sont les réservoirs d'eau sur Europe et combien de temps ils ont besoin pour se recongeler. Mais parmi tous les endroits où nous pourrions trouver de l'eau dans l'univers, le plus bizarre est probablement l'espace ouvert. En 2011, 2 équipes d'astronomes ont découvert un nuage d'eau flottant librement parmi les étoiles. C'était le plus grand et le plus éloigné réservoir d'eau jamais détecté. Donc, ce nuage massif de vapeur d'eau entoure un trou noir, mais pas n'importe quel trou noir. C'est un quasar situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Les conditions autour de ce quasar doivent être vraiment spéciales pour créer une telle quantité d'eau. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume de toute l'eau de la Terre. Cela suffit à donner à chaque personne sur la planète l'équivalent de l'eau de toute une planète. 20 000 fois. Ça semble fou, non? Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau s'est formé seulement 1,6 milliard d'années après la création de l'univers lui-même. Cette découverte est encore un autre signe que l'eau a existé partout dans l'univers, même à ses débuts. Mais voici le point culminant. Jusqu'à cette découverte, les scientifiques n'avaient jamais détecté de vapeur d'eau aussi loin dans le temps. Bien sûr, il y a de l'eau dans notre galaxie, la Voie lactée, mais la plupart est gelée dans la glace. Cette découverte repousse vraiment les limites de ce que nous savons sur l'eau dans l'univers. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt.
Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient ce que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse là d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Hog-Wallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique.
Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination. De toutes les créatures de notre planète, celle-ci pourrait bien être la seule capable de survivre aux conditions extrêmes de Mars. Le tardigrade. Ces petits êtres sont également appelés oursons d'eau ou cochons de mousse en raison de leur apparence singulière. On les trouve littéralement partout sur Terre, des dunes côtières aux montagnes, des luxuriantes forêts tropicales amazoniennes aux paysages arides de l'Antarctique. Bien que certains tardigrades vivant sur Terre, ces créatures nécessitent une fine pellicule d'eau autour de leur corps pour assurer les échanges gazeux et maintenir leur hydratation. C'est pourquoi ils préfèrent les sols humides, les mousses ou les feuillages couverts d'eau. En tant qu'animaux aquatiques, ils privilégient généralement des milieux d'eau douce comme les lacs, rivières et étangs. Vous n'avez probablement jamais rencontré ces incroyables animaux auparavant, car ils ne mesurent qu'à peine un demi-millimètre de long, ils sont à peine visibles à l'œil nu. Mais étant pratiquement immortels, ils ont également développé des techniques de survie exceptionnelles. Si nous les embarquions dans un petit vaisseau spatial pour les envoyer sur Mars, ils seraient d'abord quelque peu contrariés par la température. Certes, ils peuvent survivre dans une fourchette thermique extrêmement large, allant de moins 272 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. Pourtant, Mars a beau paraître ardente en photo, mais en réalité, elle est bien plus froide que la Terre. En effet, les températures y sont extrêmement basses, car Mars est plus éloigné du Soleil et possède une fine atmosphère, ce qui fait qu'elles peuvent descendre jusqu'à moins 129 et grimper jusqu'à 21 degrés Celsius. À titre de comparaison, sur Terre, la température la plus basse a été enregistrée en Antarctique avec moins 89 degrés Celsius, tandis que la plus élevée a été relevée en Californie, dans le comté d'Inyo, à 56 degrés. Les tardigrades sont aussi très résistants aux pressions élevées.
Ils peuvent supporter une pression 6 fois supérieure à celle trouvée au fond de l'océan. En effet, pour chaque 10 mètres parcourus sous la surface, la pression double. Ainsi, à une profondeur de 3800 mètres, la pression est 383 fois plus forte qu'à la surface. Dans les zones les plus profondes de l'océan, elle peut même atteindre 1100 fois celle de la surface. La pression sur la planète rouge est environ 6 fois supérieure à celle des abysses océaniques. Cela ne faciliterait guère l'adaptation de ces petites créatures. Elles devraient évoluer au cours des prochaines générations pour devenir encore plus résistantes et pouvoir ainsi survivre aux conditions de la planète Mars. La nourriture serait également un problème majeur pour eux. Certains tardigrades se nourrissent principalement de plantes comme la mousse, les algues ou certaines plantes à fleurs, accompagnées de quelques bactéries. D'autres sont carnassiers et consomment de plus petits tardigrades ou d'autres organismes microscopiques. Or, ils ne trouveraient rien de tel sur Mars. Il faudrait donc équiper leurs petits vaisseaux spatiaux de réserves alimentaires suffisantes qu'ils pourraient aspirer au moyen de leur bouche tubulaire. Un autre défi de taille serait l'eau. La planète rouge est aujourd'hui un désert sec et poussiéreux, bien que les rives et deltas asséchés témoignent d'un passé où l'eau coulait à sa surface. On a longtemps cherché à comprendre où cette eau a bien pu disparaître, mais il est probable qu'une grande partie de cette eau ancienne se soit retrouvée piégée dans les minéraux de la croûte martienne. Des études antérieures suggéraient que la majeure partie de cette eau s'était échappée dans l'espace lorsque le rayonnement solaire avait désintégré l'atmosphère de Mars. Toutefois, des recherches plus récentes ont montré que seule une petite quantité d'eau s'était échappée, tandis que l'essentiel était encore présent, dissimulé et attendant d'être découvert. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert des traces de minéraux hydratés sur les pentes de Mars, où ils ont observé d'étranges traînées sombres qui semblaient s'écouler en contrebas. Ce phénomène se produit principalement pendant les saisons chaudes et disparaît lorsque les températures chutent. Ces écoulements saisonniers sur Mars, également appelés écoulements sombres équatoriaux ou RSL, pourraient être la preuve de la présence d'eau liquide sur Mars. Les scientifiques ont trouvé certains minéraux qui renforcent cette hypothèse. Ils peuvent abaisser le point de congélation de l'eau, un peu comme le sel sur les routes glacées. C'est pourquoi ils pensent qu'un flux souterrain peu profond d'eau saumâtre pourrait être responsable de ces traînées. Les tardigrades, vraisemblablement dotés d'instincts exceptionnels, pourraient détecter la présence d'eau sur Mars bien avant nous. Et même s'ils n'y parvenaient pas immédiatement, ils disposeraient de stratégies pour survivre pendant un moment. Par exemple, lorsqu'ils perdent 99% de leur contenu en eau, ils peuvent mettre en pause la plupart de leurs fonctions vitales et demeurer dans cet état pendant plusieurs années. Ces créatures peuvent absorber des impacts extrêmement puissants qui écraseraient d'autres animaux, y compris les humains. Ils résistent également à des niveaux de radiation si élevés qu'ils seraient fatals à quiconque. Si un jour nous envoyons des tardigrades sur Mars, ce ne sera pas leur première aventure spatiale. En 2019, une sonde baptisée Bereshit a été envoyée sur la Lune, emportant des milliers de tardigrades, la première bibliothèque lunaire, des échantillons d'ADN humain et une archive de la taille d'un DVD contenant 30 millions de pages d'informations. L'objectif était de créer une archive de toutes les connaissances accumulées par l'humanité. Mais quelques secondes avant l'alunissage, le centre de contrôle de la mission a perdu le contact avec son vaisseau, qui s'est écrasé sur la surface lunaire. L'équipe s'est interrogée sur le sort de sa cargaison. Après de nombreux débats et analyses, on a supposé que la bibliothèque avait subsisté. Et plus incroyable encore, que les tardigrades avaient peut-être également survécu. Dans cet état de déshydratation, une sorte de dormance, les tardigrades se recroquevillent en petites boules. Ils réduisent leur métabolisme et expulsent la majeure partie de l'eau de leur corps, attendant un environnement plus favorable pour redevenir actifs. Ces créatures peuvent rester ainsi pendant des décennies et survivre à des conditions extrêmement rudes. Et ce n'était pas la première aventure spatiale des tardigrades. En 2007, une équipe de scientifiques avait envoyé un groupe de ces petits oursons d'eau en orbite autour de la Terre, à l'extérieur de la fusée Photon M3, pendant une dizaine de jours. Ils ont montré une remarquable résilience, étant donné que 68% d'entre eux ont survécu au retour sur Terre. Les scientifiques ne misent pas uniquement sur les tardigrades. Ils testent également d'autres formes de vie susceptibles de survivre sur Mars. Une expérience nommée Biomex a été conduite sur la Station spatiale internationale. De minuscules organismes, tels que des algues, des bactéries et autres créatures similaires, ont été exposés continuellement à des conditions spatiales extrêmes pendant 18 mois. Cela incluait d'énormes variations de température, des radiations intenses et le vide spatial.
De manière étonnante, de nombreuses petites formes de vie ont survécu à ces conditions et sont revenues sur Terre comme de véritables héros de l'espace. Elles pourraient donc probablement faire face aux défis de la vie martienne. Les scientifiques ont également étudié les archées, d'anciens micro-organismes présents dans l'eau de mer Salée depuis plus de 3,5 milliards d'années. Certains de leurs cousins arctiques ont survécu à des conditions similaires à celles de l'espace. Mais la vie sur Mars n'a peut-être rien de nouveau en soi. Il y a des milliards d'années, la planète rouge ressemblait probablement à la Terre, avec la présence d'eau, un ingrédient essentiel à la vie. Les scientifiques pensent que de petits organismes appelés méthanogènes auraient pu prospérer là-bas. Ces organismes se cachaient au-dessous de la surface pour se protéger des radiations sévères. Ils respiraient de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, expirant du méthane. En consommant l'hydrogène, un puissant gaz à effet de serre à l'époque, ils auraient pu excessivement refroidir la planète. Il est donc possible que ces microbes anciens soient encore prisonniers de la glace, profondément enfouis sous la surface. Ils pourraient être plongés dans un profond sommeil, attendant des conditions plus favorables pour se réveiller, ou peut-être de nouveaux amis venus de la Terre. Ah, quelle belle famille cosmique. Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ces deux petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars, et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dus à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars, qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étire tellement qu'il se désagrège. C'est fou, non? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les États-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moons Exploration de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront la JAXA à explorer les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos. Ils prévoient même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2024 et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. 7 des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MMX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km. Pour être plus précis, c'est bien plus près que la Lune de la Terre, qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non? Et si c'était par simple vengeance? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de whack-a-mole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large.
Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant 2 astéroïdes pour Lune, et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars, et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié, c'est en gros CE qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos, mais un sol spécial appelé Morave Mars Simulant. Il est censé imiter le sol martien. Mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé 3 types de riz, un normal et 2 modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant 1 gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la Terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bons résultats que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger un quart du terreau avec le simulant martien, et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Ces scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la Terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque 2 chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la Terre, car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar and Planetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Il présente toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraines. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cache? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel ou si elle a entièrement disparu. Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc ce que ces scientifiques découvriront d'autre sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. À la prochaine. La NASA et la Chine prévoient dans toutes les deux d'envoyer des humains sur Mars. Les 2 agences spatiales s'apprêtent à lancer les premières missions avec équipage d'ici 2033. C'est-à-dire au moment où Mars et la Terre joueront au chat et à la souris. Et ce n'est pas tout.
D'autres missions pourraient être lancées en 2035, 2037 et au-delà. L'objectif ultime est de construire un habitat martien pour l'exploration et la recherche future. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Essayons de le découvrir. Se rendre sur Mars n'est pas aussi simple que de sauter dans une fusée. La distance entre nos deux planètes peut varier considérablement avec le temps, allant d'environ 573,27040 km à 4,2336 km. Et même avec notre meilleure technologie, il faut 6 à 9 mois pour se rendre sur la planète rouge. Ainsi, un voyage aller-retour vers Mars impliquerait de passer 3 ans loin de la Terre, de subir des radiations supplémentaires et de flotter en microgravité. Mais le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a de bonnes nouvelles à t'annoncer. Des scientifiques travaillent sans relâche à concevoir une mission à architecture minimale vers Mars. Ils pensent que 2033 est l'année idéale pour réaliser cette mission. Voici ce qu'il en est. Tous les 15 ans, les planètes rocheuses, Vénus, la Terre et Mars, s'alignent parfaitement pour créer une zone cosmique idéale. La mission tirera le meilleur parti de cet alignement rare et effectuera une manœuvre d'assistance gravitationnelle épique en utilisant Vénus. C'est un peu comme si nous recevions un coup de pouce d'un lance-pierre planétaire. Nous accélérerons notre vaisseau spatial et réduirons ainsi la nécessité de produire notre propre propulsion. Le rapport évoque également des idées très intéressantes, comme l'utilisation de l'énergie nucléaire pour les moteurs des engins spatiaux et l'utilisation des ressources martiennes pour fabriquer des objets. Ces technologies pourraient accélérer les voyages spatiaux, protéger les astronautes des radiations et faciliter la vie dans l'espace. Elles pourraient même nous permettre de créer des ressources et du carburant sur Mars. Voici donc comment se présente le projet. Dans un premier temps, nous lancerons le vaisseau spatial en direction de Mars. Il passera environ 30 jours en orbite haute, explorant et recueillant de précieuses données. Ensuite, il retournera sur Terre, en passant rapidement par Vénus. L'aventure durera donc environ 570 jours, soit 1,6 années. Et une aventure plus courte signifie moins d'exposition aux radiations. Il ne faut pas oublier que cette mission se concentrera sur l'orbite de Mars plutôt que sur le débarquement sur sa surface. Il s'agit simplement de préparer le terrain pour de futures missions d'atterrissage. Tout comme la mission Apollo 8 qui a orbité autour de la Lune avant l'atterrissage historique d'Apollo 11. Atterrir sur Mars en 2033 est peut-être un peu trop ambitieux en raison des contraintes financières, mais qui sait, si tout se passe bien, cela pourrait devenir une réalité. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies ou de véhicules sophistiqués pour tout cela. Nous utiliserons ceux qui sont déjà en production ou à l'étude dans le cadre du programme Artemis pour la Lune. Détaillons notre véhicule de mission martienne. Un grand puzzle composé de nombreuses pièces. Et devine quoi? Il a été assemblé par une communauté de passionnés de l'espace en 2017. En effet, ce ne sont pas les scientifiques qui ont commencé à le fabriquer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple idée fantastique. La plupart de ces choses sont déjà en train de se concrétiser, étant fabriquées ou planifiées par la NASA. Jetons donc un coup d'œil à ce concept. Tout d'abord, il y a le vaisseau spatial Orion. C'est le vaisseau qui emmènera l'équipage en orbite autour de la Terre et le ramènera sain et sauf à la maison. C'est une sorte de taxi spatial très sophistiqué, et c'est peut-être le taxi le plus performant qui ait jamais existé. Il est équipé de 3 puissants étages de propulsion. Nous utilisons également un carburant spécial qui n'a pas besoin d'être ultra froid comme dans les films. Ensuite, il y a le Earth Departure Stage, l'étape du départ de la Terre. Il s'agit d'une partie importante de la mission. Elle nous aide à effectuer une poussée puissante qui nous enverra sur Mars. Ensuite, il y a l'habitat de transit martien. C'est là que l'équipage vivra et se détendra pendant son voyage vers Mars, comme dans une maison spatiale confortable avec tout ce dont il a besoin pour être à l'aise. Et enfin, l'étage de descente dans l'orbite martienne. Lorsque nous atteindrons Mars, cet engin impressionnant nous aidera à ralentir et à entrer dans son orbite en douceur. C'est notre expert en manœuvre. Même l'habitat de transit martien est en cours de développement et pourrait même être testé dans quelques années. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour que tout soit prêt pour notre incroyable mission sur Mars d'ici 2033. En d'autres termes, il s'agit de travailler avec ce que nous avons et de faire en sorte que les choses se passent bien. Parlons maintenant du calendrier du projet. Mi-2028.
L'action va commencer. Tout d'abord, il faudra effectuer quelques vols d'essai. Nous enverrons 2 étages à l'avance pour nous assurer que nous pouvons revenir sur Terre en toute sécurité. Ces 2 étages se rejoindront, comme 2 vaisseaux spatiaux, qui deviendraient les meilleurs amis du monde. Ils se mettront en orbite autour de la planète rouge et reviendront ensuite à la maison. Pour ce faire, nous utiliserons de puissantes fusées et 13 lancements commerciaux. Ce sera une grande fête de l'espace. Fin 2032. Après tout cela, nous lançons le véhicule de mission martien entièrement assemblé sur l'orbite terrestre haute. Jusque-là, c'est un véhicule vide qui attend des astronautes. Si tout va bien, il sera prêt pour la vérification finale. Mars 2033. Il est temps pour notre courageux équipage et son vaisseau spatial Orion de se joindre à la fête. Nous les lançons et ils rejoignent le Mars Mission Vehicle en orbite terrestre. Ils s'assureront que tout est en ordre avant le départ pour Mars. La flexibilité est importante, afin que nous puissions ajuster nos plans si nécessaire. Avril 2033. Tout le monde est prêt pour l'aventure. Nous effectuons une puissante combustion, comme une grande poussée qui nous envoie sur le chemin de Mars. L'équipage voyagera pendant environ 200 jours. Novembre 2033. Enfin, l'équipage atteint la planète rouge. Une fois en orbite autour de Mars, les astronautes passeront environ 30 jours à explorer la planète et à faire des choses géniales dans l'espace. Mars sera notre terrain de jeu. Au moment de rentrer chez eux, ils diront au revoir à l'étage qui les a aidés à se mettre en orbite autour de Mars. Ensuite, leur véhicule rejoindra les 2 étages que nous avons envoyés en amont. Vous vous souvenez de ces copains de l'espace? Il faudra ensuite environ 340 jours pour que l'équipage revienne sur Terre. C'est là que nous utiliserons la gravité de Vénus pour tourner autour du Soleil. Pour maintenir l'équipement et l'équipage à la bonne température, nous aurons un parasol qui nous protégera de la chaleur du Soleil, puisque nous en serons très proches. Enfin, Orion rentrera dans l'atmosphère terrestre et se jettera à l'eau. Quelle fin héroïque! Et ce n'est que le début. Notre formidable équipe a un autre projet pour les aventuriers les plus courageux. Il s'agit d'une trajectoire en conjonction avec une mission de longue durée. Elle sera lancée en avril 2033 et durera longtemps, 950 jours. Cela représente plus de 2,5 années, dont 550 jours passés en orbite martienne. Elle nécessite moins de lancements depuis la Terre, mais présente des défis différents, comme le fait de passer plus de temps en microgravité et de faire face à une augmentation des radiations. Nous aurons donc besoin de véritables héros de l'espace pour cette mission. Mais, bien sûr, il y a des obstacles majeurs à franchir avant que tout cela ne devienne réalité. Des experts ont examiné de près le programme Journey to Mars de la NASA et ont constaté qu'il nécessitait de sérieux changements. Il existe quelques domaines à haut risque, comme les systèmes de survie pour les missions de longue durée, l'utilisation de l'énergie solaire pour la propulsion, la production d'oxygène sur Mars, etc. Ils s'inquiètent également des délais, du financement et de bien d'autres choses. Ainsi, selon eux, respecter l'échéance de 2033 pourrait être impossible avec les plans et les budgets actuels. Même l'objectif de 2035 comporte des risques importants et des retards possibles. Mais bon, l'exploration spatiale n'a jamais été facile, n'est-ce pas? Avec une détermination réaliste, tout est possible. Il est fort probable que l'idée d'envoyer des hommes sur Mars se concrétise avant 2040. La NASA s'efforce de mettre au point le plan et les détails qui permettront d'y parvenir. Ainsi, même s'il reste encore des obstacles à franchir avant que cela ne devienne une réalité, le rêve d'envoyer des humains sur Mars est excitant. C'est une aventure passionnante, pleine de défis, de découvertes et d'esprit d'exploration humaine. Alors montrons à l'univers de quoi nous sommes faits, et ce sera surtout du carbone. La NASA a créé un super rover appelé Curiosity et l'a envoyé sur Mars pour découvrir tout ce que la planète rouge a à offrir, car elle deviendra peut-être notre prochaine demeure. Curiosity explore la surface de Mars, prend des mesures et recueille des données depuis plus de 10 ans, 2011. Et ce bon vieux Curiosity est tombé sur d'intéressantes roches froissées par les vagues dans une région de la surface martienne que l'on pensait beaucoup plus aride. Les scientifiques pensent que cette zone était en fait le lit d'un lac. Il pourrait en effet s'agir du fond d'un lac asséché, avec tous les sédiments et autres éléments qui s'y sont accumulés.
Tout cela peut nous donner des indices importants sur l'histoire du lac. Par exemple, les types d'organismes qui ont pu y vivre, sa profondeur, sa durée d'existence, etc. Ces motifs striés formés par les vagues nous indiquent que ces roches ont pu se former à une époque où des vents puissants soufflèrent avec force sur les eaux de cet ancien lac. Vous connaissez ce son particulier que l'on entend lorsque l'on porte un coquillage à son oreille? Il est dû à la façon dont l'air est piégé à l'intérieur du coquillage et à son frottement contre les parois de celui-ci. L'air ne pouvant s'échapper, il vibre à des fréquences qui dépendent de la taille du coquillage. Et oui, vous avez l'impression d'entendre le bruit des vagues s'écrasant sur un rivage. Et maintenant, j'imagine Mars, un endroit où l'on peut encore entendre le bruit des vagues battre les rives d'immenses lacs mystérieux, disparus depuis longtemps. Au cours de sa mission, Curiosity a également rencontré un objet métallique qui s'est avéré être une météorite. Cet étrange rocher venu de l'espace est composé de nickel et de fer. Il s'appelle Cacao, fait la taille d'une petite voiture, 2 mètres de long, et pèse plus d'1 tonne. Il s'agit d'une découverte importante, car il est rare de trouver des objets métalliques à la surface de Mars. La plupart des roches sont constituées de basalte ou d'autres matériaux volcaniques. Ce morceau de métal pourrait donc nous en apprendre davantage sur l'histoire de Mars et sur la façon dont la planète s'est formée. De plus, il est tout à fait remarquable. La surface de Mars est rouge à cause des oxydes, tandis que Cacao a un aspect métallique gris foncé. Il est également arrondi et lisse, ce qui signifie bien qu'il a traversé l'atmosphère de Mars. D'autres robots ont exploré Mars. Par exemple, le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, de la NASA, a découvert des dunes de sable circulaires. Les dunes de sable sont très répandues sur la planète rouge. Elles se présentent sous différentes formes et tailles, mais ces dunes circulaires-là sont beaucoup plus rares. Elles sont constituées de sable foncé et sont entourées de matériaux plus clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont disposées selon un schéma spécifique, comme les rayons d'une roue. Cela pourrait être dû à la façon dont les vents soufflent à cet endroit. Mais revenons à notre ami Curiosity. Il a découvert bien d'autres choses intéressantes, comme les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, par exemple. Les niveaux changent en fonction des saisons. Il y a plus d'oxygène au printemps et en été. On ne sait pas encore pourquoi, mais bien sûr ces niveaux restent insuffisants pour que nous puissions respirer sur Mars. La concentration d'oxygène y est de 0,1%, soit environ 100 fois moins que dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone, avec des traces d'autres gaz. Curiosity a également décidé d'analyser l'âge des roches découvertes. Et il semble qu'elles soient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. Certaines remontent à plus de 3 milliards d'années. Notre rover a aussi trouvé des molécules organiques dans des échantillons de sol. Ces molécules sont en fait les éléments constitutifs de la vie. Cela ne prouve pas qu'il y ait effectivement de la vie sur Mars. C'est simplement l'un des éléments qui suggère qu'il pourrait y avoir eu une forme de vie il y a très longtemps. Curiosity a décelé des preuves potentielles de l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide sous la calotte polaire sud, probablement très salé et rempli de différents minéraux. Cette salinité élevée est la raison pour laquelle cette eau pourrait rester liquide à des températures bien inférieures au point de congélation. Ce serait plutôt sympa de disposer d'un océan souterrain dans lequel se baigner, surtout lorsque ces vents martiens fous font rage à la surface. Et ce serait génial d'avoir quelque chose qui nous protégerait des niveaux de radiation insensés sur la planète rouge. Le sol martien contient des substances chimiques et des sels toxiques qui peuvent être très nocifs pour l'homme. Les astronautes pourraient être exposés à ces substances toxiques, soit par contact direct avec le sol, soit en inhalant des poussières contenant ces sels. De plus, ces substances pourraient poser un problème pour les cultures. Il s'agit d'une découverte très importante pour les futures missions sur Mars, car les astronautes devront être en mesure de cultiver leur propre nourriture pour pouvoir survivre. Un autre élément favorable à l'idée d'une vie potentielle sur Mars est la découverte de méthane. Le méthane est une découverte très importante car, habituellement, ce sont les organismes vivants qui le produisent.
Sans eux, d'où pourraient-ils provenir? En réalité, il y a plusieurs explications possibles. Il y a par exemple l'activité géologique des réservoirs souterrains. Une autre idée est que des météorites auraient apporté ce méthane sur la planète rouge. Fait intéressant, les niveaux de méthane sont plus élevés dans certaines zones. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aime bien la théorie selon laquelle le méthane proviendrait d'organismes vivants. Il est possible que les volcans de Mars soient encore actifs. Nous savons qu'il existe de nombreux volcans éteints sur la planète rouge, mais nous n'avons jamais trouvé suffisamment de preuves pour affirmer que certains d'entre eux sont encore vivants. Des scientifiques ont étudié des dépôts volcaniques et ont découvert que certains volcans pourraient être entrés en éruption il y a environ 5000 ans. Auparavant, tout le monde pensait que la dernière éruption s'était produite il y a 3 à 4 milliards d'années. Si l'on pouvait comprimer l'histoire géologique de Mars en une seule journée, cela équivaudrait à une éruption survenue il y a une seconde. Alors, on ne sait jamais. Le magma bouillonne peut-être encore secrètement sous la surface martienne. Les générations futures venues y bâtir des colonies auraient de quoi vraiment s'amuser. Mais Mars est un endroit froid et stérile sur lequel la vie n'est plus possible. Et l'une des principales raisons est la perte de son atmosphère. La planète rouge avait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, semblable à celle de la Terre. Ce phénomène s'explique en grande partie par la faiblesse relative de son champ magnétique. Le champ magnétique terrestre protège notre atmosphère du vent solaire, un flux de particules chargées provenant de notre bel astre. Sans un champ magnétique puissant, Mars n'a pas pu se protéger face à cette force dévastatrice qui a fini par emporter la plus grande partie de son atmosphère. Un autre facteur ayant joué un rôle important dans la perte de l'atmosphère de Mars est sa gravité relativement faible. La gravité de Mars étant plus faible que celle de la Terre, les molécules de gaz s'échappent plus facilement dans l'espace. Mars était donc assez proche de notre planète à une certaine époque. Mais avec son atmosphère ténue, elle ne peut pas conserver la chaleur, ce qui la rend très froide et très difficile à explorer pour nous. Mais c'est peut-être une bonne chose que nous n'ayons pas eu l'occasion de visiter la planète rouge à sa belle époque. On dit qu'un immense déluge y aurait eu lieu. Oui, Mars était très probablement plus humide et plus hospitalière qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec de belles rivières et de magnifiques lacs, étangs et autres étendues d'eau. Certaines recherches ont également mis en évidence l'existence de grands canaux creusés à la surface de la planète. Ces canaux sont bien plus grands que tous ceux que nous avons pu découvrir par le passé. Ils suggèrent que ce grand déluge s'est produit il y a des milliards d'années. Il a peut-être été causé par différents phénomènes, tels que l'activité volcanique, la fonte des glaces et la libération de dioxyde de carbone par la croûte terrestre. Ce déluge aurait peut-être même créé des étendues d'eau temporaires. Espérons que nous trouverons davantage d'indices de la présence de traces de vie microbienne. Ce serait quand même sympa.